Papa Noël, je dois t'avouer, 2015, on en a chié. Déjà que le monde n'arrête pas de tourner à l'envers, en plus notre passion nous a laissé définitivement tomber. Alors petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, pense bien à nous, parce que si l'année 2016 se passe comme l'année 2015, crois-moi que je t'attendrai l'année prochaine en bas de ma cheminée, que je t'attraperai pour te donner à manger aux ours de la forêt à gros coups de pompe dans le cul. Mais bon, à part ça, je t'aime bien, hein, Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, on va t'attraper. Hell, you're all gonna be doing that. Salut la piraterie de la boxe, c'est le Capitaine Crochet, c'est Noël, joyeux Noël, bonne année. Hop, ça. C'est fait. Et oui, il est déjà temps de faire notre bilan de l'année boxe 2016. Le temps passe vite et malheureusement, petit Papa Noël, je pense que cette année, tu es passé très proche qu'on te fasse une petite Walking Dead. Back to it. L'année 2015 a été l'année pratiquement où on a abandonné tout espoir dans la boxe. Heureusement, 2016 a été un petit peu mieux, mais ça a été une année quand même un petit peu... ouais. Alors, tout n'a pas été de la faute du petit Papa Noël. Loin de là, il y a eu aussi la faute à pas de chance. Et l'année a été aussi ombragée, si on peut dire, par notamment la blessure du poids lourd auquel on croit le plus, Deontay Wilder. And I dislocated a couple of fingers as well too. That's how hard I hit to bend pins in your hands and give you a little look at what my hands look like. As you can see, it's very swollen right now. With the pins just sticking out of my flesh a little bit, but it'll be all right where I dislocate it. And as you can see, my bicep, as I flex my arm, is going in because my muscle is torn. But you know, I'm in good. Faute à pas de chance, notre Deontay qui a sorti le moment Rocky pour pouvoir se dépêtrer de ce combat qui était devenu très compliqué avec une blessure à la main et une blessure au biceps contre Areola. Il arrive quand même à le finir. Waouh! Mais à partir de là, on a été dans une sorte de stand-by, notamment pour la catégorie reine, la catégorie des poids lourds, alors que les choses venaient à s'écrivaient pour une fois dans cette catégorie de la bonne façon, deux nouvelles stars qui montaient très haut, auxquelles on croit et qu'on apprécie, que ça soit Deontay et Joshua d'un côté. Malheureusement, ce combat qu'on attend tous arrivera dans plus longtemps qu'on ne le pense, puisque Deontay doit forcément revenir au niveau et que ça prendra du temps. Voilà, ça c'était les petits inconvénients, et il y en a eu beaucoup de blessures, de matchs reportés, pour, encore une fois, des raisons qui n'étaient pas forcément dues aux boxeurs eux-mêmes. Je pense notamment à Billy Joe Saunders qui a passé 1 an sans boxer, notamment à cause d'une blessure. Mais si vous vous souvenez bien, la première partie de l'année 2016 concernant les poids lourds avait été vraiment un focus sur toujours Deontay Wilder dans un possible combat en Russie contre Alexander Povetkin. Ce combat, pratiquement la dernière minute, s'est pas fait puisque Povetkin était tombé pour dopage, et on en arrive au premier thème de l'année 2016 selon moi. Et je vais pas me faire des amis, ça va commencer très mal. On va commencer avec le thème, malheureusement, du dopage. Un thème qui est devenu, à mes yeux, central, puisque les affaires sont devenues récurrentes, avec des noms qui reviennent tout le temps. On parle dopage d'Alexander Povetkin dans des histoires toujours très ténébreuses, toujours très alambiquées, qui, franchement, sentent pas bon. Ça sent des manipulations, ça sent le truc bizarre. Alexander Povetkin qui est testé positif et puis qui ensuite est blanchi de tout soupçon d'une façon assez bizarre. Bref, on a aussi le cas Lucas Browne qui va faire un très bon combat en Russie contre Ruslan Chagaev. Il gagne, à partir de là il est contrôlé positif. On sait qu'en Russie c'est un petit peu louche
et il se fait contrôler positif après le combat, puisque la décision ne va pas en faveur du local. Il plaide cette théorie pour s'en sortir, on y croit, mais rebelote pour affronter Shannon Briggs en fin d'année. Lucas Brown se fait prendre par la patrouille, une nouvelle fois contrôlé positif. Et je pourrais cumuler encore des histoires comme ça, vraiment pas claires, où on mélange réseau d'influence plus dopage, notamment l'affaire Lucien Boutet, que vous avez peut-être pas beaucoup entendu parler en Europe. Lucien Boutet, boxeur de Montréal, roumain, mais boxeur de Montréal, qui a vraiment sa fanbase à Montréal, et qui, si vous vous souvenez, a fait un combat très très honnête contre notre ami Badou Jack. Et après coup, il se fait aussi choper pour dopage. Alors, c'est assez surprenant venant de sa part, parce qu'il avait quand même la réputation d'être un mec assez gentleman et assez clean, donc ça a surpris tout le monde. Et puis vient encore une histoire, oui, mais en fait, je me suis fait doper à l'insu de mon plein gré, lui aussi, pour une histoire bizarre de je me serais fait intoxiquer par mon préparateur physique qui était avant et qui reste dans l'entourage de Badou Jack et de la TMT. C'est très très bizarre. Donc il a plaidé sa cause là-dessus en essayant de prouver qu'il a été intoxiqué, qu'il a été contaminé dans ses boissons par le préparateur physique qu'il avait pris pour ce combat spécialement, donc qui aurait fait une histoire d'agent double. Il a plaidé sa cause auprès de la WBC ou je ne sais plus de quelle fédération, je crois que c'est la WBC. Il a plaidé cette cause-là, apparemment en ayant prouvé avec son promoteur, en ayant apporté des preuves. Il a été blanchi, ce qui veut dire que s'il a été blanchi, c'est qu'il a apporté quand même des choses solides. Donc que effectivement, il y a des choses pas claires et très très sournoises qui se passent dans le monde de la boxe. Voilà, il a été blanchi, mais après coup, ce qui aurait été logique, c'est de poursuivre au pénal, parce qu'on pourrait même poursuivre en justice, non, au civil et au pénal, puisque c'est quand même une intoxication, c'est quand même volontaire. Ce monsieur, ce préparateur physique, et ben là, Lucien Boutet, oh non, tout va bien, non, c'est bon, on passe à autre chose, le chapitre est clos, allons de l'avant. Tout très, 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 je me répète encore, bizarre et très, très, ça sent pas bon. Le monde de la boxe sent vraiment, vraiment pas bon. Et je pense que le thème du dopage cette année a fait révéler quand même des comportements, a fait révéler des réseaux, des trafics d'influence, des influences pernicieuses dans le monde de la boxe, et comment on peut aussi, avec le dopage, jouer avec ce thème-là pour influencer ou pour affaiblir un boxeur, des équipes, etc. Donc, moi, j'ai vu des choses qui font pas plaisir à voir, mais il faut quand même les voir, il faut avoir le courage de le dire. Ce monde est vraiment un monde de merde. Et si on regarde bien, si on sait lire entre les lignes, c'est un thème qui a été présent toute l'année, et je pense que ça a révélé les comportements, les logiques internes à ce monde des grands athlètes boxeurs. Voilà, donc on commence vraiment on rêve pas du tout, on brise le rêve, on n'est pas du tout dans l'esprit de Noël, mais je pense que c'était le thème de l'année, c'était le dopage et ce qu'il révèle. Allez, on va essayer de rêver un petit peu plus avec ce premier thème qui, franchement, a cassé le moral. On va essayer d'avoir un petit peu de fun et on va passer tout de suite au combat de l'année selon le Captain Crochet. Alors, combat de l'année, effectivement, dans une année qui était intéressante, plus intéressante que 2015, mais qui a eu du mal à faire sortir beaucoup de combats incroyables. Il y en a quand même eu, on le sait bien, il y en a quand même eu, j'en ai deux en tête, effectivement, deux qui sont arrivés pratiquement coup sur coup, fin juin et fin juillet, si je ne me trompe pas. Et c'est deux combats qui
se dispute dans mon esprit la place du combat de l'année était entre Foreman Porter d'un côté et de l'autre côté Frampton contre Santa Cruz. Deux combats qui ont été vraiment intenses, de bout en bout, qui sont allés aux 12 rounds, qui ont été vraiment deux combats qu'on attend toujours chez des guerriers. Alors, l'un a été plutôt une surprise pour moi concernant Frampton et Santa Cruz. Je ne m'attendais pas à un aussi beau combat, surtout quand je me souviens du premier combat de l'année de Frampton qui a lieu en Angleterre à Manchester en février dans une réunification de titre contre un autre Anglais, Kiggs, qui a été un combat plutôt serré mais à la fois terne, sans éclat. Et de l'autre côté, Foreman contre Porter, qui a été lui aussi incroyable. Et mon choix se porte, ça va pas vous surprendre, pour Foreman contre Porter. Pourquoi ? Puisque ça a été vraiment le combat de l'année, selon moi. Pourquoi ? Parce qu'il a été à la hauteur de nos espérances. On espérait ce combat-là depuis la fin de l'année 2015. Il a été reporté, normalement il devait arriver en mars, il a été reporté pour le mois de juin. Et on a participé, la piraterie de la boxe et bien sûr tous les communautés boxe, au buzz de ce combat parce qu'on y croyait. C'est vraiment celui qu'on avait choisi, on y croyait plus en termes de qualité et la qualité a été là. C'est-à-dire qu'il a répondu véritablement à nos attentes et ça a été pratiquement le seul à répondre à nos attentes a priori. Donc ce trophée du combat de l'année va directement pour Foreman et Porter. On attend la suite de leur carrière avec impatience, une suite qui arrive quand même, qui n'arrive pas si rapidement qu'on pourrait l'espérer. C'est des jeunes boxeurs et pourtant ils ne boxent pratiquement plus qu'une fois par an et peut-être que ça sera un critère qui fera qu'ils ne pourront pas être le boxeur de l'année. Enfin bref, Foreman Porter, ça a été vraiment du kiff absolu. La soirée du 25 juin a été sublime puisque les Anglais, encore une fois, ont l'intelligence de faire des grands combats à la même date, ce qui fait que vous pouvez avoir une soirée qui commence en Angleterre et qui finit aux États-Unis, une soirée boxe superbe de grande qualité. Et donc, combat de l'année, Foreman contre Porter, définitivement un classique à mes yeux, un classique des années 2000. Pour ne pas être trop injuste avec d'autres performances qui ont été superbes et qui nous ont enthousiasmés, parce qu'il y en a eu cette année, je pense qu'on va faire une catégorie maintenant, les pépites de l'année, c'est-à-dire pas le combat de l'année, mais des pépites, quand même des combats qui méritent le coup d'œil et le revisionnage. Et dans ces combats de l'année, alors, on peut mettre en haut du tableau forcément Santa Cruz contre Frampton, combat qui a été magnifique à New York, comme je vous dis, qui a été au-dessus de mes espérances. Frampton a été magnifique de technique. Je pense que ce combat est tellement serré que, à mes yeux, je me répète souvent, je vous le dis souvent, mais à mes yeux, un match nul n'aurait pas été injuste, puisque Santa Cruz, en termes de volume de boxe, a répondu présent. Et donc, peut-être que il lui a manqué peut-être les coups spectaculaires ou les coups qui marquent les esprits, ce que Frampton a eu, et je pense qu'il gagne le combat juste sur ça. J'attends avec impatience la revanche qui arrive prochainement, le 28 janvier à Las Vegas, un combat vraiment qui a vu le premier combat qui a un potentiel énorme d'être encore le combat de l'année ou un combat extraordinaire, une vraie guerre, puisque je ne vois pas les boxeurs changer leur boxe. Donc Santa Cruz Frampton, vraiment c'était génial. C'est très dur de le retrouver sur internet puisque PBC protège et Showtime protège vraiment ce combat, c'est difficile de le retrouver. Mais si vous avez l'occasion, regardez-le, c'était vraiment génial et il est en haut du tableau des pépites. Pour rester dans les pépites de l'année, j'aimerais aussi mettre une de mes pépites. Mettez-moi dans les commentaires les combats qui vous ont enthousiasmé. Je vais mettre une autre pépite qui, pour moi, à mes yeux, mérite encore le coup d'œil et qui a été vraiment un combat extraordinaire à suivre, même si là, clairement, il y avait un vainqueur clair. Mais c'est un combat entre deux Anglais,
qui était même pas le combat de la soirée, qui est un combat d'encadrement, pour vous dire que les Anglais sont au top. Encore une fois, cette année, les Anglais sont au top. Ils peuvent vous proposer des soirées boxe exceptionnelles, exceptionnelles. Je vous conseille, si vous êtes en France, en Belgique, et que vous avez l'occasion de faire une petite virée à Londres ou ailleurs en Angleterre pour faire une soirée boxe, notamment avec les grands noms qu'ils ont actuellement, allez-y, puisque c'est pratiquement une soirée de qualité qui vous est garantie. Et donc, cette pépite arrive encore une fois le 25 juin. Quelle belle date pour la boxe, pour moi la meilleure soirée boxe de l'année, le 25 juin. Martin Murray, vous savez que je trouve que c'est un boxeur que j'estime beaucoup, contre Grooves, qui avait perdu contre notre ami Carl Froch. Donc George Grooves, Martin Murray, qui était une sorte de demi-finale mondiale. Et tout ce que la boxe anglaise peut proposer, du cœur, de la volonté, de la technique aussi, notamment chez Groove, très beaux instants techniques, du cœur chez Martin Murray jusqu'à la fin, même s'il a été dominé en début de combat, il a tenté tout ce qu'il pouvait. J'ai apprécié énormément ce combat. Vous me direz, bon, il y a peut-être mieux, mais j'ai adoré l'esprit de ce combat. L'esprit de ce combat, le public autour, l'ambiance, la salle, tout était, selon moi, parfait. Et ce combat est vraiment très très sympa à suivre et très sympa à regarder de nouveau. Donc pour moi, c'était la deuxième petite pépite de l'année. Je m'arrête là. Dans les commentaires, envoyez-moi votre liste de pépites, ça m'intéresse et ça me donnera aussi des idées. Si je peux me faire une petite soirée boxe à regarder des petites pépites que j'aurais ratées, c'est à vous, la piraterie, de me le dire. I heard him. And another one. McCrullis hurt. 17 seconds left in this. He's got a hold, guys. And a body shot as well. And Linares is on the verge here, but the bell might kill him, saying Crawler. He's really badly dazed and hurt. He needs the bell. He's sucking up every ounce of strength he can. Voilà pour les pépites 2016. On passe à un autre sujet. Alors pour rigoler 2 minutes, on va passer au coup de vieux de l'année. Eh oui, on est en 2016 et cette année, ça fait mal, ça m'a été une vraie claque dans la tête. Ça fait 30 ans déjà qu'a eu lieu Tyson Berbick en novembre 86 où Tyson bat le record du plus jeune champion du monde des poids lourds contre Trevor Berbick. C'était il y a déjà 30 ans. Alors ça fait mal quand t'as des petits souvenirs d'enfance de ce combat, ça fait quand même... le gros coup de vieux qui m'est tombé sur la tête et peut-être à beaucoup de pirates de la boxe aussi. Donc c'était l'instant coup de vieux de l'année 1986, 30 ans déjà, Mike Tyson. Allez, on va passer maintenant, on est des francophones, on va passer au Frenchie de l'année. Pour mon vote, vous pouvez voter forcément, bien sûr autrement, encore une fois dans les commentaires, mais mon vote va pour le Frenchie de l'année. Mon vote va pour Tony Yoka. Voilà. Alors, je vous renvoie à ma vidéo d'analyse de l'été boxe 2016 où j'explique tout mon point de vue sur la boxe amateur, voilà, et la boxe professionnelle et surtout le confusionnisme qui existe dans les médias pour le public de masse qui ne comprend plus ce qu'est boxe amateur et boxe professionnelle. Voilà. Quoi qu'il en soit, Tony Yoka a réalisé un exploit sportif indéniablement. Même si on va être assez honnête quand même et pas faire cocorico de façon bête et méchante, la finale olympique qu'il gagne, il aurait pu aussi la perdre, ça aurait pas été un scandale absolu. Mais c'est bien, il la gagne, il devient champion olympique des poids lourds. Et ce titre est un titre mythique. Mythique pourquoi ? Parce que des légendes dans le passé ont rendu ce titre mythique, que ça soit George Foreman, que ça soit bien sûr Cassius Clay, Mohamed Ali, que ça soit aussi Lennox Lewis. Bref, ils ont rendu cette médaille d'or olympique pour les poids lourds, ont rendu mythique. Et
on va pas s'en plaindre, un Frenchie a réussi à l'attraper, c'est super. Les portes royales pour une belle carrière lui sont ouvertes et tout est à faire. Tout à faire, mais c'est enthousiasmant. J'espère qu'il fera les bons choix, les choix. Je pense que les meilleurs choix qu'il aura à faire, il fera ce qu'il voudra, hein, c'est chacun sa vie, c'est sa carrière. Mais si il peut le choix, le risque peut-être de l'étranger, ça sera peut-être le meilleur choix qu'il puisse faire, puisque il aura une carrière d'une autre ampleur et il sera forcément perçu d'une autre façon, même en France, il reviendra comme le taulier. Et donc on lui souhaite une belle carrière professionnelle, une carrière qui sera compliquée puisque son adversaire anglais est lui déjà signé par Eddie Hearn, un grand promoteur anglais, donc lui aussi va avoir une voie royale, et forcément il y aura une revanche de la finale olympique dans le futur entre Yoka et son adversaire anglais, c'est sûr. D'autres poids lourds arrivent à maturité, notamment pour faire des championnats du monde. Je pense notamment à notre néo-zélandais Parker, je pense même à Andy Ruiz, qui vont combattre l'un contre l'autre le 10 décembre. Je fais ma vidéo avant le 10 décembre, donc je n'aurai pas le résultat du combat, mais il y a une belle génération qui arrive à maturité chez les poids lourds. Et Tony Yoka va devoir se battre avec ça, donc ça va pas être évident. Je pense notamment aussi auquel je mets une petite pièce qui est aussi un francophone, donc il faut le faire un petit salut, c'est Simon Keane, québécois, qui lui aussi a tous les atouts pour progresser de la meilleure façon et peut-être nous faire un championnat du monde. Donc Tony Yoka, c'est enthousiasmant, il est dans la catégorie reine, il arrive avec un titre, avec un nom, il sera forcément une cible pour tous les autres, donc ça va pas être facile, il faut le soutenir, et il pourra nous faire des grandes choses, donc on attend de voir qu'il nous les montre, et on attend de déguster les futurs combats qu'il pourra nous proposer. Tony, bravo, tu es le Frenchie de l'année de la boxe. Ensuite, on parlait des Frenchies, on a eu le Frenchie de l'année de la boxe. Je pense qu'on doit faire un petit chapitre sur le grand n'importe Nawak de l'année 2016, qui revient aussi un petit Frenchie. Mais ça, ce titre-là, on aurait pu s'en passer. Le grand n'importe Nawak de l'année 2016 revient à Hassan N'Dam. J'en suis désolé, Hassan, tu es un très très bon boxeur, Hassan, mais en 2016 tu as fait absolument n'importe quoi. Tu as ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire boxeur professionnel retourné chez les amateurs pour participer aux Jeux Olympiques. Dans toute la communauté boxe internationale, de n'importe où, tout le monde a prié que personne ne le fasse. Ils ont été 2 boxeurs professionnels à quand même le faire. Tu t'es qualifié au Venezuela pour le pour le tournoi olympique au Venezuela en éliminant un Américain, un futur potentiel d'ailleurs, en éliminant un Américain, pour au final, aux couleurs du Cameroun, au final te faire éliminer au premier tour. Et encore une fois avec toi Hassan, c'était pratiquement pas ta faute. Voilà. À chaque fois que tu as eu des contre-performances, ce qui est normal en boxe et ce qui est normal notamment dans ce sport si dur et dans ta catégorie qui est aussi dure, à chaque fois il y avait des erreurs. Notamment en 2012 contre Peter Quillin, pratiquement tu as perdu à cause de la fédération et de ton promoteur de l'époque. Hein, il y a des vidéos qui circulent sur internet, je vous laisse voir. Sans savoir des sparring partners en arrivant, on n'avait rien du tout. Quand on est arrivé, ils nous ont dit on n'est même pas au courant que vous devez avoir des sparring. On a été contraint de faire ce combat-là avec même pas un mois de préparation. Hassan avait une rage de dents, il a eu 6 anesthésies pour un dent de sagesse. On a envoyé des documents à WBO et le promoteur disait oui, on les a transmis, mais il est obligé de le faire sinon on est destitué. Et après on a su qu'il n'a jamais transféré les documents à la WBO. Quand à Montréal tu tentes de défier David Lemieux, forcément tu perds contre David Lemieux, pas à cause de David Lemieux. Бомбицы, о-хо-хо-хо-хо, чужой территории, ну, неважно какая территория, 2 нокдауна, так, контравик. Mais à cause du ring qui est trop petit et donc tu t'es fait, on va dire, piéger, c'était encore la faute de ton promoteur, tu l'as viré.
Les Jeux Olympiques, finalement, c'était la faute à une fédération camerounaise que tu trouvais corrompue, encore une fois. Voilà, et au final, bah, tu recontinues ta carrière professionnelle avec qui, au fait? Avec le même promoteur qui, en 2012, t'aurait lâché. C'est bizarre, quand même. Je me suis dit que puisqu'on ne devait pas les rendre. Allô, y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. C'est difficile de te suivre, alors que pourtant tu as un talent incroyable, mais en tant que fan, en tant que supporter, parce que nous, parfois, les pirates de la boxe, nous, on paye des voyages, on paye des tickets d'entrée pour les arénas de boxe, on fait des voyages un peu partout, et c'est difficile d'aller dépenser beaucoup d'argent pour te supporter, alors que parfois tu le mériterais. Donc c'est très bizarre, et c'était du grand n'importe nawak. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Hassan, tu es en train de niquer ta carrière avec une mauvaise réputation. Tu vaux mieux que ça, et voilà, tu vaux mieux que ça, parce que t'es un pirate. T'es un pirate, tu vaux mieux que ça. Voilà, c'était grand n'importe nawak. J'espère que l'année prochaine, on n'en donnera à personne. En parlant de grand n'importe nawak, on va rester dans l'impasse de l'année. L'impasse de l'année reste forcément le duel qu'on attend tous, Triple G contre Canelo. C'est une impasse puisque l'un ou l'autre, je pense que c'est plus Canelo, joue la montre pour ne pas faire ce combat trop tôt. Il a peut-être besoin de temps ou besoin que Triple G se blesse ou soit moins effectif. Alors, ce combat, malheureusement, devient une frustration énorme pour tous les fans, tous les supporters. Ça devient l'arlésienne de la boxe, et la boxe n'a pas besoin de ça. On a vécu des moments terribles avec Pacquiao Mayweather, et ils nous refont la même histoire avec Triple G contre Canelo. Et, malheureusement, en plus, Canelo, qui a l'habitude de boxer peut-être simplement 2 fois par an, a boxé 2 boxeurs anglais. Amir Khan, on savait comment ça allait finir, même si Amir, pendant 5 rounds, a fait illusion, puisqu'il peut être technique et peut être en mouvement, mais dès qu'il s'est fait toucher, c'était fini, on le savait. Et puis un gros respect à Liam Smith, qui a fait un très bon combat. Quand on sait les complications qu'il a eu dans son training camp, en fait il a été blessé pendant son training camp et il n'a pas pu faire beaucoup de sparring, ce qui a totalement désorganisé, mais il a quand même le combat, parce que pour lui, finalement, même s'il était champion en titre, c'était un combat qu'il ne pouvait pas arrêter, qu'il ne pouvait pas post-dater, qu'il ne pouvait pas annuler. Il n'a pas assez d'influence, il n'a pas assez de poids pour réussir à faire ça, donc il y est quand même allé, et c'était quand même le grand moment de sa carrière. Ça a été très dur. Il a tenté contre Canelo. Canelo a montré aussi dans ce combat. Canelo, moi j'ai beaucoup aimé ce combat, puisque Canelo a remontré beaucoup de technique, beaucoup de puissance et de technique, ce qui est vraiment la boxe de Canelo. Donc je l'ai retrouvé Canelo sur ce combat-là. Je trouve ça intéressant, et même il m'a redonné espoir contre Triple G ne pas être un combat plus équilibré qu'on ne le pense. Voilà. Triple G de son côté a eu une année sans. Il a eu un combat qui était un non-combat contre Dominic Wade à Los Angeles. Heureusement, j'y suis pas allé, mais j'aurais payé beaucoup trop d'argent pour ça. Et puis il y a un bon combat, par contre, un bon combat à Londres. Encore une fois à Londres, encore une fois les Anglais. Kell Brook, Walter, encore qui monte de catégorie pour faire le défi ultime et prendre Triple G. Il a tout donné. Kell Brook, ce combat était génial, puisque Kell Brook a quand même réussi à avoir du répondant, même si on sentait qu'il a souffert du début à la fin, mais il a quand même répondu à Triple G. Il se fait blesser violemment, notamment au visage, c'est pour ça qu'il a été arrêté. Et j'ai beaucoup aimé ce combat, mais j'ai beaucoup aimé ce combat pour Kell Brook. Donc une année sans pour Triple G, qui, rappelez-vous, Triple G sur les 2 dernières années précédentes était mon Fighter of the Year. En parlant de ce fameux combat, j'aimerais dire que l'entraîneur de l'année, pour moi, est l'entraîneur de Kell Brook. Pourquoi ? C'est un entraîneur qui, à ce moment-là, sait arrêter son boxeur avant qu'une tragédie arrive. Des tragédies sont encore arrivées cette année. Il y a eu encore des morts sur le ring. Ne l'oubliez jamais. Et cet entraîneur, contre le public, contre son boxeur, arrête
et il l'arrête bien puisqu'on sait qu'après Kell Brook a dû être opéré. Donc je pense qu'il faut donner le titre d'entraîneur de l'année à ce monsieur qui a réussi à avoir une conscience humaniste à un moment où on aurait tous voulu que le combat continue. Il a bien fait de l'arrêter et après coup, j'applaudis ce monsieur. Voilà, ça c'est l'entraîneur de l'année. On va passer donc, vous comprenez bien, au boxeur de l'année. Voilà, comme je viens de vous le dire, je ne peux pas le donner à Triple G, je ne peux pas le donner à Canelo, le boxeur de l'année. Vous me direz à qui vous le donnez. Mais pourquoi? Selon un critère, un boxeur de l'année doit être une personne qui nous fait vivre l'année boxe. Voilà. On ne peut pas donner le titre de boxeur de l'année à quelqu'un qui boxe une fois, même si c'est un combat magnifique. C'est pour ça que je ne donnerai pas ce titre à Keith Thurman. Vous savez que je suis plutôt fan de Keith Thurman, mais je ne donnerai pas ce titre. Il boxe qu'une fois. Il ne peut pas nous faire vivre la saison boxe, l'année boxe, en boxant qu'une seule fois. C'est trop peu. Et malheureusement, les deux grandes stars de la boxe, que sont Triple G et Canelo, ont eux aussi réduit leurs prestations. Canelo 2 fois, Triple G qui boxait beaucoup plus, là il n'a boxé que 2 fois aussi cette année. C'est trop peu encore, et on s'aperçoit que c'est très difficile après de faire une liste de boxeurs de qualité qui ont boxé 3 fois. Et le boxeur de l'année selon moi est un boxeur qui boxe au moins 3 fois. C'est un critère pour moi essentiel. Et aussi, ça va peut-être vous surprendre, mais un boxeur qui donne beaucoup d'enthousiasme, même si peut-être la prestation de ses adversaires n'est pas au top, mais en tout cas, il y a une émulation autour de ce boxeur, il y a un esprit positif qui tourne autour de ce boxeur, il y a toujours des belles soirées boxe qui sont faites autour de ce boxeur. Donc ce boxeur, pour moi, plus que ses prestations, même, je dirais que ce boxeur nous a fait vivre l'année boxe. Et ce boxeur, pour moi, c'est Anthony Joshua. Anthony Joshua est le boxeur de l'année 2016, rien que pour ça, puisqu'il nous a fait vivre des belles soirées boxe. Il la boxe relativement souvent, quand on compare par rapport aux autres. 3 fois, c'est quand même un bon rythme pour un poids lourd. 3 fois, 4 fois, ça sera encore mieux, mais 3 fois, c'est quand même bien. Donc, 3 fois, ça se passe bien. Il est dans sa lancée, tout va pour le mieux. Il conquiert de plus en plus de public à travers le monde. Et ben, c'est ce qu'on demande, ça s'appelle être une locomotive de la boxe. Tout simplement, ça s'appelle être une locomotive de la boxe, et il mérite son titre de boxeur de l'année pour moi. 2016, c'est Anthony Joshua. Alors les coups de cœur sont assez nombreux. Je vais mettre en coup de cœur, ça va peut-être encore une fois vous surprendre. Je vais parler de boxeurs, et c'est étonnant que j'en ai pas encore parlé aussitôt, mais dans mon analyse du boxeur de l'année, il y avait 2 boxeurs aussi qui auraient pu prétendre, parce qu'ils ont fait vivre l'année boxe. Il y a 2 boxeurs qui ont boxé 3 fois, pour au final nous proposer un grand duel, un combat de qualité, même si la décision nous laisse perplexes. C'est André Ward et Kovalev. Toute l'année boxe 2016 pour eux a été avec l'objectif, a été avec le but final de se rencontrer en novembre. C'était déjà prévu d'avance. Et pour cela, ils se sont donné chacun 2 combats qui étaient en fait finalement des combats de préparation, mais ce qui nous a permis quand même d'avoir une saison de boxe étalée sur toute l'année. Et voilà, j'ai eu la chance, et c'était un grand moment pour la piraterie de la boxe et pour la chaîne qu'on représente, la communauté qu'on représente. J'ai eu la chance d'aller voir son combat contre Silvio Barrera. Barrera qui pour moi est une future menace pour les poids lourds. Il est peut-être un peu trop encore pas mature, mais ça viendra. Donc c'est un combat de qualité, du André Ward comme on connaît, en contrôle, défensif, technique, au-dessus du lot, tout simplement. Il a été grand, son combat ensuite était oubliable, et puis pour Kovalev c'était la même chose, du pur Kovalev dans le texte contre Jean-Pascal en janvier, un Kovalev de façon compliquée contre Shilamba en Russie, mais qui arrive quand même à maîtriser le combat, et puis
un dernier combat contre Andre Ward où Kovalev a monté son niveau boxe. Peut-être que ça l'a perdu puisqu'il a oublié d'être aussi ce destructeur qui aurait eu sa chance s'il avait été totalement destructeur au deuxième round. Il a voulu prouver qu'il était un boxeur et peut-être qu'il est tombé dans ce piège-là simplement en voulant montrer qu'il était un grand boxeur face à un grand boxeur et il a fait durer le combat. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, ce combat reste un combat mystérieux puisqu'on peut le réaliser de plusieurs façons, même après coup. Ça mérite une revanche et forcément l'année 2017 sera aussi un focus sur la future revanche entre Ward et Kovalev. Est-ce que le combat sera du même acabit? Est-ce que ce sera le même scénario? Est-ce que tout va changer? Grand mystère et grande interrogation pour 2016. Voilà, alors ça fait partie de mes coups de cœur parce que c'est encore deux boxeurs qui ont fait vivre l'année 2016. En tant qu'amateur de boxe, je ne peux pas ne pas donner un coup de cœur à Kell Brook avec le combat qu'il a fait contre Triple G. Respect absolu de tous les fighters pour Kell Brook, c'est évident. Comme je vous l'ai dit, Grooves et Murray m'ont enthousiasmé avec leur combat et on en arrive à une conclusion, c'est que le pays qui fait vivre la boxe, le pays qui est le cœur, le poumon et le cœur de la boxe est définitivement au Royaume-Uni. Voilà, le Royaume-Uni est le cœur de la boxe. Son public est le meilleur public qu'il puisse avoir. Le IQ box de l'amateur anglais est bien plus élevé, il faut le reconnaître, que le IQ box de n'importe quel autre amateur. Le public répond toujours présent. Les réunions, aussi petites qu'elles soient, sont complètes et nous donnent des ambiances de folie et donnent des combats de folie. Et malheureusement pour ça, puisque les Anglais reviennent à leurs racines de fighters et de guerriers, et des accidents arrivent, puisqu'ils ont des cœurs de champions et ils ne veulent pas abandonner, ce qui malheureusement arrive. Il y a beaucoup de problèmes en Angleterre, puisque les boxeurs ne sont pas arrêtés quand ils devraient. Nick Blackwell contre Chris Eubank Jr., on a frôlé la catastrophe, malheureusement. Et aussi, on a eu un mort, je vais mettre en photo, et respect à lui, malheureusement dans une petite réunion anglaise ça s'est très mal passé, encore une fois, puisque c'était un guerrier qui n'a pas voulu s'arrêter alors que le combat se passait très mal pour lui. Voilà, n'oubliez pas que la boxe on ne joue pas la boxe est un sport extrêmement dangereux et qu'il faut, en tant qu'amateur, nous qui regardons la boxe et qui allons au stade, ne jamais oublier ça et être toujours, comme on vous l'a dit dans le podcast, des humanistes de la boxe, puisque la vie est en jeu et on a tendance à l'oublier. Voilà. L'année 2016 donc, a été une année un peu mieux que l'année 2015, je le reconnais. Malheureusement, il nous a manqué peut-être un ou deux combats exceptionnels qui pour remplir l'année de façon plus conséquente. Heureusement qu'il y a eu Foreman Porter, heureusement qu'il y a Santa Cruz contre notre ami irlandais Frampton. Mais Ward Kovalev, même si techniquement il est exceptionnel ce combat, je pense qu'il n'a pas été intrinsèquement à la hauteur de ce que le fan attendait, et donc c'est une année qui méritait peut-être un autre combat pour faire que l'année soit bonne. Je dirais que ça a été une année, je vais être un peu dur, moyenne. J'attends beaucoup plus de 2017. 2017 arrive avec quand même des gros combats, la revanche Kovalev, Danny Garcia contre Furman, on l'attend avec impatience, et d'autres combats aussi chez les Walter vont être épiques. Je pense à notre ami Errol Spence Jr., qui est aussi un de mes coups de cœur, qui a explosé cette année en tant que challenger. C'est étonnant qu'il soit toujours challenger, mais c'est une terreur, et je pense que c'est la terreur chez les Walter. Une terreur peut-être comparable de façon différente, mais à Triple G, je ne vois pas qui peut gagner contre Errol Spence, de la même façon que je ne vois pas qui peut gagner contre Triple G actuellement. Voilà, une année qui passait tellement vite, vous vous rendez compte, je me souviens encore enregistrer l'année 2015 et la partager avec vous. J'espère que tout va bien se passer pour 2016, pour 2017, pour vous les pirates, soyez encore plus pirates,
faites-nous des vidéos, participez au podcast avec le Captain Crochet. Je vous souhaite la meilleure année possible. Je vous embrasse tous et vive la boxe en 2017, tout simplement. Salut la piraterie!